Elles ne viennent pas forcément du monde de l'entrepreneuriat. Elles ne se sont pas toujours rêvées chefs d'entreprise. Mais un jour, elles ont choisi de croire en leur idée, leur voix, leurs valeurs. Je suis Virginie Perbal, storyteller, ghostwriter LinkedIn et hôte de ce podcast. Je suis surtout passionnée par les histoires de femmes, de ces femmes qui entreprennent. Et c'est pour ça que dans cette deuxième saison, je tends mon micro à ces femmes du quotidien qu'on croise tous les jours. Solopreneurs, freelance, indépendantes. Elles partagent ici leurs doutes, leur élan, leur échec parfois, mais surtout ce qui les anime, l'envie de transmettre et d'inspirer. J'avais envie ici de mettre en lumière ces femmes qui nous ressemblent et créer ainsi de nouveaux rôles modèles qui nous parlent à toutes. Alors si toi aussi tu as une idée de projet ou que tu es entrepreneur, abonne-toi, car on a l'intention de te parler en toute transparence de notre quotidien. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une histoire de réussite, c'est une aventure humaine, faite d'entraide, de partage et de courage ordinaire. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres femmes et de venir y glisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Chaque coup de pouce me donne une énergie incroyable pour aller à la rencontre de ces femmes ordinaires, mais tellement extraordinaires. Place à l'épisode du jour. Je suis ravie de lancer cette nouvelle saison avec Nathalie Nagamoto. Elle est web designer et pendant cet épisode, elle s'est ouverte en toute transparence sur ses débuts, sur la difficulté de poser ses prix, sur son quotidien, sur les périodes creuses qui peuvent nous inquiéter. Notre échange a été riche et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à le créer. Hello Nathalie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci Virginie. Alors, t'es pas sans savoir que j'ouvre cette nouvelle saison avec l'envie d'aller à la rencontre de femmes entrepreneurs ou freelance. Et j'avais envie de mettre en lumière celles qu'on voit pas forcément, mais qui un jour ont décidé de se mettre à leur compte par envie, par besoin ou pour défendre leurs valeurs. T'es donc la première. Très honorée. Un peu stressée aussi. Moi, je suis très contente que ce soit toi. C'est top. Et en fait, j'ai hâte de découvrir ton histoire et je sais qu'elle va résonner auprès des gens qui vont nous écouter et qui se reconnaîtront sûrement dans ton parcours. Alors, bienvenue par ici. Merci beaucoup. J'avais envie de commencer cet épisode en te posant une question pour apprendre à mieux te connaître. Si tu devais te présenter sous forme d'une image qui te définit aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? Tu disais le couteau suisse, ça me parle bien. Ouais, le couteau suisse, ça me parle bien. Je pense que ça parle à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'effectivement, quand on a son compte, on est un peu un couteau suisse à devoir gérer plusieurs activités, on a plusieurs cordes à nos arcs. Donc ouais, je vois bien. Alors toi, Nathalie, tu es designer. Web designer. Web designer. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors en fait, je crée des sites web et je design des pages pour les sites pour que justement, quand le visiteur arrive sur le site, il sache tout de suite où il veut aller, qu'il trouve la bonne information. C'est ce qu'on appelle un peu l'UX design, c'est le parcours utilisateur ou l'ergonomie en fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses que tout entrepreneur devrait avoir un site internet tout de suite ? Et sinon, à quel moment est-ce qu'on doit faire un site internet selon toi ? Ouais, souvent on me pose la question parce qu'en fait, pour moi, c'est pas d'office. Je dis, c'est pas parce que tu démarres qu'il te faut tout de suite un site internet. T'as le droit de démarrer, commencer, attendre quelques mois avant d'avoir un site internet. C'est pas parce que tu vas avoir un site internet que du jour au lendemain, ton téléphone, il va pas s'arrêter de sonner. Mais néanmoins, c'est super important pour ton image. Si tu veux donner un côté pro et que tu rencontres des potentiels clients, le réflexe, c'est toujours de dire « donnez-moi votre carte, c'est quoi votre site internet ?» Et c'est vrai que si t'as pas de site internet, du coup, ça fait un peu moins pro que si t'en as un. Voilà. C'est ta vitrine, en fait. C'est ta vitrine. Et puis maintenant, ça devient presque un incontournable parce que les gens, ils vont regarder ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu te présentes, etc. J'ai l'impression qu'un site internet, ça assoit quand même une crédibilité. Exactement. Mais encore une fois, il y a des entrepreneurs, ils marchent très bien sans site internet parce qu'ils ont un gros réseau derrière, mais il y a un moment donné où ils vont quand même ressentir le besoin d'avoir un site juste par crédibilité. Et là, j'ai encore eu l'exemple d'un entrepreneur qui a sa boîte depuis 2-3 ans et qui me dit je travaille beaucoup avec des syndics et en fait, le fait que j'ai pas de site, ça coince parce qu'en fait, ils me trouvent pas. Donc voilà, c'est quand même en termes d'image assez important. Donc même si on a les réseaux sociaux, qu'on est sur les réseaux sociaux, pour toi, c'est quand même important d'avoir un site. Ça vient compléter et asseoir cette crédibilité. Exactement. Rien qu'un petit détail qui fait la différence, c'est que tu vois, quand t'envoies un mail
que t'es pro, t'es une entreprise et que t'envoies un mail avec une adresse Gmail ou Hotmail ou autre, ça fait moins pro que quand t'envoies un mail avec ton nom de domaine, par exemple, contact@lasociété.com. Voilà, rien que ces petits détails, ça montre que voilà, déjà, t'as un côté plus professionnel. Ouais, je comprends. Je vois très bien ce que tu veux me dire. Je voulais revenir un petit peu en arrière et parler de ton ancienne vie, puisque avant de bosser à ton compte, tu travaillais à la RATP. Et si tu devais décrire ton quotidien de l'époque en 3 mots, ce serait quoi ? Ouais, effectivement, je travaillais dans une filiale de la RATP et mon quotidien, c'était alors métro, boulot, dodo, mais je le réinvente un peu parce que je prenais pas le métro, mais c'était voiture, boulot, dodo, quoi. Un peu toujours la même journée répétitive, voilà. Et ça, c'était un problème pour toi, la routine que tu pouvais... Alors au départ, il y avait pas vraiment de routine parce que moi j'étais dans une filiale où on démarrait, on était en mode start-up, une 30aine de personnes, donc il y avait plein de choses à faire différentes. Mais après, au fil des années, je suis quand même restée 10 ans dans cette filiale. C'est vrai qu'à la fin, vers les 3 dernières années, j'avais l'impression de revivre toujours la même journée, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, je vois. Et du coup, t'occupais quoi comme poste ? Un poste de responsable communication. Ok, ouais, donc t'étais déjà dans le domaine de la com. Oui. J'ai fait tous mes postes dans la communication, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand j'ai voulu changer que c'était pas forcément la com qui déraillait, c'était plutôt l'environnement, en fait. Tu vois, j'ai toujours aimé la com. Ouais, ça c'est important ce que tu dis parce que souvent, quand on réfléchit à une reconversion, on a l'impression qu'il faut changer de métier et parfois c'est l'environnement en fait qu'il faut changer et pas forcément le cœur du métier. Ok. À quel moment tu t'es dit faut que je me lance ? Mais en fait, ça n'a pas été immédiat, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris peut-être 2-3 ans. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, donc tu réfléchis aux portes de sortie. Et du coup, moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai repris une formation, mes études, j'ai passé un master en marketing digital. Et en fait, c'est vrai que le fait après de faire cette formation, ça m'a ça m'a fait sauter des verrous où je me suis dit, ah, mais attends, t'avais pas pensé à ça, peut-être que tu pourrais te mettre à ton compte, proposer tes prestations. Et finalement, tout ça, mis bout à bout, ça a travaillé dans ma tête et ça a bien mis, je pense 2 ans avant que je me lance, quoi. Ok, donc en fait, ta formation, tu l'as faite avant de savoir que tu voulais te lancer. Exactement. En fait, l'idée, c'est que comme j'étais pas déjà bien dans mon poste, je me suis dit, je vais changer, je vais faire autre chose. Donc moi, je pensais, comme le groupe RATP, c'est assez large, tu peux aller d'une filiale à l'autre ou même au sein du siège. Du coup, je me suis dit, je vais changer de poste tout simplement. Et donc, j'ai fait cette formation en étant encore en poste. Donc, en plus de mon boulot, donc c'est vrai que ça a été un gros challenge parce que de faire ça sur mon temps libre, mes week-ends, mes soirées, j'étais archi motivée, quoi. Avec les enfants en plus. Avec les enfants, la vie de famille, voilà. Ok. Du coup, on peut dire que toi, là, cette reconversion, ça n'a pas été un grand saut dans le vide, ça a été plutôt des petits pas que Exactement, tu as fait. Ça a été des petits pas et après des déclencheurs, en fait. Si tu veux, il y a eu le Covid qui a été un déclencheur comme pas mal de monde, je pense. La quarantaine aussi, qui te fait poser beaucoup de questions quand tu as 40 ans, tu arrives à un moment donné de ta vie, tu fais un petit bilan, tu te dis, bon, attends, là, j'ai fait un peu la moitié du chemin, est-ce que je veux continuer encore comme ça ? Et aussi l'envie de nouveaux challenges, voilà. Vraiment de me dire, il y a un moment donné, faut prendre ta vie en main, si si t'es pas bien, tu es le maître de ton destin, on va dire. Ouais, c'est ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ouais. Et c'est sûr qu'on a tendance des fois à se plaindre de notre quotidien, mais c'est pas forcément évident de. Je voulais pas tomber là-dedans, me dire, tu sais, comme quand t'es pas bien dans ton poste, tu deviens un peu aigri parce que voilà, t'es pas bien, tu subis. Et je me suis dit non, je veux pas devenir comme ça, donc faut que je trouve des solutions en fait à mettre en place. Ouais. C'était quoi ta crainte de départ avant de te lancer ? Comme pas mal de femmes, c'est le côté financier, quoi, parce que tu te dis, ok, c'est bien beau de partir et de lancer son aventure, son entreprise, mais moi, mon mari, il est pas directeur du CAC 40, toi, tu vois, donc à un moment donné, même s'il m'a soutenue dès le départ, il m'a dit, vas-y, mais moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais il faut quand même derrière assurer, voilà, parce que t'as le foyer à gérer, t'as tes dépenses, etc. Donc moi, j'ai mis toutes les protections, la ceinture, les bretelles. Je me suis parée dans tous les sens, plan A, plan B, plan C, plan D. Mais ça, c'est super intéressant. Du coup, c'était quoi là ces ceintures de sécurité dans tous les sens ? Alors déjà,
déjà, le gros point important, c'était que je partais pas sans avoir une rupture conventionnelle. Parce que du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux te lancer et en même temps avoir le chômage. Mais moi, dès le départ, je me suis dit, j'ai fait comme si j'avais rien derrière. Voilà, je me suis dit, c'est vraiment, je pars, mais t'as cette petite soupape de sécurité, mais tu fais comme si t'avais rien derrière. Et après, une fois ça, moi, j'ai calculé dans tous les sens, bah voilà, tu sais, par rapport à tes offres, combien tu veux vraiment avoir, enfin, au moins avoir ton salaire égal à avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, tes prix, bien calculer en fait combien il te faut de clients par mois pour assurer. Enfin, voilà, j'ai un peu tout retourné dans tous les sens et pour savoir comment je pouvais m'en sortir et si c'était possible surtout. Le pricing, ça, je crois que c'est un vrai sujet aussi. Ouais, quand au on début, est c'est entrepreneur. l'enfer. Hein. Au début, et puis même après, je pense que quand à un moment donné, tu as envie aussi peut-être d'augmenter tes prix, et c'est aussi difficile. Et donc toi, là, le conseil, en tout cas au départ, c'était de se dire de combien est-ce que moi j'ai besoin. Voilà, moi je me fais mon objectif. Disons que je garde mon objectif, c'est le salaire que j'avais avant, et voilà, je me dis combien de clients je dois avoir par mois pour être au moins à ce salaire-là. Il faut pas que je descende en dessous parce que c'est mes dépenses et ce dont j'ai besoin, quoi. Voilà. Alors c'est sûr qu'au début, voilà, j'avais pas mon objectif, mais tu vois, quand tu démarres, même tes prix, tu le disais, c'est hyper difficile et tu peux pas aller voir tes concurrents en disant ah ouais, je me lance, dis-moi, c'est combien tes prix et tout. Donc en fait, j'ai trouvé des petites astuces, c'est que je me faisais passer pour une cliente et que je demandais un devis pour un site et bon, je l'ai fait quelques fois parce que sinon t'as pas vraiment, quand tu démarres, tu sais pas quoi. Donc faut te faire une idée un petit peu, benchmarker, etc. quoi. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas du tout d'idée de prix, c'est pas forcément visible et du coup, Et puis faut bien aller trouver l'info. Ouais, et le problème, c'est qu'un site, tu peux payer un site. T'as des sites à 500 balles comme à 3000 balles ou 10 000 balles. Enfin, voilà. Okay. Donc, c'est un peu difficile, quoi. Ouais, comment tu te positionnes, toi, au ouais, départ? Pardon, j'ai 10 balles, mais... on a le droit. Mais ouais, c'est comment tu te positionnes après toi dans tout ça. Exactement. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi, je pense, surtout quand on démarre, mais même après, il y a aussi le côté confiance en soi, un peu le syndrome de l'imposteur qui pourrait revenir et nous faire parfois baisser nos prix. Toi, tu t'es positionné comment par rapport à ça? Bah, au début, je t'assure que mes prix n'étaient pas élevés. Hein. Et après, quand tu acquiers de l'expérience, etc., et que tu calcules le temps... Ah oui, en fait, on m'a donné un conseil, c'est traquer le temps que tu passes sur tes tâches et ce que tu fais, tout ce que tu fais. Et en fait, à la force, tu te dis, bon, voilà, j'ai passé tant d'heures sur un site, combien je veux facturer mon heure ou ma journée, et du coup, ça te donne à peu près le prix que tu vas facturer, quoi. Ouais, c'est mettre de la valeur sur les tâches qu'on voit pas forcément, tout ce qui est des à côté. Voilà, les visios que tu peux faire avec tes clients, pas la prospection, mais les réunions de démarrage, de prospection quand ton client est intéressé, donc il faut quand même que tu lui donnes envie de travailler avec toi. Donc ça, c'est aussi du temps de préparation, du temps d'échange. Voilà, donc tout ça à compter. Et j'imagine aussi que dans ton métier, tu dois te doter de logiciels, d'acheter des logiciels, ce genre de choses. Donc tout ça, tu le répercutes aussi sur tes prix, j'imagine. Bah au début non, mais après oui. J'ai compris que bah oui, quand tu payes un abonnement, 2 abonnements, ça te fait une petite enveloppe et il faut quand même le répercuter sur ton prix d'achat, sur ton prix de vente, pardon. Ouais. Ok. Et donc tout ça, c'est bien beau, mais la base de tout, c'est d'avoir des clients. Eh oui. Et ça, je crois que c'est aussi, j'ai l'impression, quand on se lance à son compte, c'est un vrai sujet de se dire comment je fais pour trouver des clients. Ouais. Comment tu fais, toi? Bah, j'ai une petite anecdote parce que quand le premier mois où si tu veux, j'ai quitté ma boîte en décembre. J'ai créé ma boîte en janvier, donc j'avais déjà tout préparé dans ma tête, je savais que voilà. Et donc forcément, tu t'inscris à Pôle emploi. Et le premier entretien que j'ai eu avec un conseiller, il m'a dit, mais vous avez créé votre boîte, mais vous avez des clients? J'ai dit, bah non, j'ai pas de clients encore. Bah alors pourquoi vous avez créé votre boîte, trouver des clients et après créer votre boîte? Je lui dis, bah non, en fait, c'est pas dans ce sens-là, parce que si demain j'ai un client qui est intéressé, qui me demande des offres, un devis, et que j'ai pas de boîte, officiellement, je serai pas créée, ça sera pas crédible, en fait. Et donc, voilà, ça, maintenant, quand je te raconte ça me fait sourire parce qu'en fait, le mec, il avait créé sa propre boîte, ça avait pas marché et il m'expliquait. Donc, je pense, en fait, des fois, il y a aussi tu vois, il projette un peu sur toi des trucs qu'il n'a pas réussi à faire. Tout ça pour te dire que j'avais 0 client quand j'ai démarré. Et du coup, mes premiers clients, c'était mes amis.
Et après, c'était les amis de mes amis, les amis de mes amis de mes amis. Et après, j'ai eu des vrais clients. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, oh là, c'est une vraie cliente. Enfin, pas bien que les autres n'étaient pas des vrais clients, mais tu vois, une cliente que je connaissais pas, en fait. Il n'y a aucun contact avec elle. Aucun lien. Voilà. Ouais. Et du coup, quand on commence, ça veut bien se dire, quand on commence, le réseau, c'est vraiment le truc le plus important. Bah, en fait, c'est vrai que si tu pars de ta boîte et que tu te lances et que tu as déjà un petit vivier de clients potentiels, c'est mieux, j'avoue. Mais après, c'est pas parce que tu n'as pas de clients que ça va pas marcher. Donc, moi, si j'avais attendu d'avoir des clients pour créer la boîte, peut-être que j'aurais attendu 1 an de plus, quoi. Alors que... Je trouve que c'est super intéressant parce que quand on se lance, qu'on n'a pas de clients, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut en avoir. On n'en parle pas forcément autour de nous parce qu'on n'a pas trop confiance en nous encore. Ouais. Et pour autant, c'est ça qu'il faut faire. Et même à des gens, on se dit, bah non, cette personne, elle aura jamais besoin de moi, elle n'a pas besoin de site internet. Mais peut-être que cette personne connaît quelqu'un qui aura besoin d'un site internet. Et du coup, elle pensera à toi le jour où on lui en parlera. Exactement. En fait, moi, dès que je voyais quelqu'un, je lui parlais de ça. En fait, j'étais devenue ma meilleure VRP. Alors, toi, tu fais quoi? Ah bah, c'est moi, je fais les sites internet, machin. En fait, j'en parlais tout le temps. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il faut que tu en parles, et qu'après, peut-être que quelqu'un pensera à toi, etc. Et voilà, ça vient tout seul, finalement. Et c'est pour ça que je te dis que quand t'as pas de clients, il faut quand même avoir un plan B. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils se lancent en même temps qu'ils sont encore salariés parce que ils ont un side project et quand ça marche, bah voilà, ils transvasent. Mais donc c'est bien. Mais pourquoi je te dis ça? Je sais plus. Tu t'es perdue dans tout. Oui, je me suis perdue. Mais en tout cas, il faut en parler autour de soi et voilà, sortir un peu de sa coquille. Ouais, même quand c'est un side project et qu'on a son emploi salarié à côté, c'est important d'en parler et de pas hésiter. Il y en a beaucoup aussi qui hésitent parce que par rapport à la boîte, c'est compliqué. D'expliquer qu'on a un projet à côté et du coup qui osent pas. Et pour autant, c'est comme ça qu'on pose les premières pierres, en fait. Ah oui, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est pour ça que quand t'as pas de clients, il faut quand même aussi que t'aies un plan B. Donc moi, je savais que voilà, même si mon chiffre d'affaires il était à 0, 1 mois ou plusieurs mois, j'avais quand même le Pôle emploi qui complétait. Mais tu vois, j'ai jamais fait des mois à 0. Donc, ou alors peut-être un seul mois, mais encore ça n'a jamais été 0, tu vois. Donc quand tu sais que tu as une petite soupape à côté, ça t'incite à te lancer. Et encore une fois, je pense que c'est une grande chance de pouvoir avoir ces 2 ans de chômage à côté. Enfin, maintenant 18 mois, mais... Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. J'avais envie de te demander si aujourd'hui je venais te suivre dans ta journée d'entrepreneur, dans ton quotidien, qu'est-ce que je verrais? Ouais, alors le quotidien, c'est vrai qu'il n'est pas tous les jours le même. Bien sûr. Mais ce qui change pas, c'est le côté taxi le matin où j'emmène mes enfants au bus pour qu'elles aillent à l'école. Voilà. Les joies d'une maman entrepreneur. Exactement. Ensuite, en fait, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai démarré, il fallait qu'à 9h, je sois devant mon bureau. Parce que j'avais encore gardé ces réflexes de salarié, tu vois. Et quand je me disais, oh là là, ah oui, bientôt 9h, non mais il faut que je m'y mette, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que ça servait à rien, qu'il y avait personne derrière moi pour me dire t'es pas là, etc. Donc en général, moi j'aime bien démarrer le matin tôt, parce que du coup je dépose mes filles assez tôt le matin et je démarre, je suis assez productive entre 7h30, 8h jusqu'à 10h, voilà. Après je me fais une petite pause, etc. Et après il faut intégrer aussi des moments de sport ou où tu sors. Moi, j'essaye 1 fois par semaine au moins d'aller soit à un événement à l'extérieur ou soit déjeuner avec un entrepreneur ou un collègue ou ex-collègue pour pas rester justement tout le temps enfermé. Okay. Mais je pourrais pas te dire que j'ai une journée type. Et du coup, vraiment dans le travail en lui-même, tu as de la production, donc la création de site internet pour tes clients. Mais du coup, tu intègres aussi de la prospection. Comment tu fais ton administratif, ta compta, comment tu gères ça? Bah, j'ai un peu au feeling, je t'avoue. Hein. J'arrive pas vraiment à me mettre il faudrait que je me mette des plages de travail, d'administratif, de prospection, mais non, en fait, moi, j'aime bien bosser 2 heures sur un projet, par exemple, et après, passer à une autre tâche, et puis ainsi de suite. Voilà. Ok, donc tu séquences comme ça.
Tu disais aussi autre chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu parlais des horaires et du fait que avant, tu t'obligeais un peu à être à 9h à ton bureau. Moi, j'entends aussi beaucoup de femmes qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui me disent, moi, je peux pas le faire parce qu'en fait, je serais incapable de mettre un cadre. J'ai trop peur. En fait, si j'ai pas quelqu'un derrière moi, j'ai trop peur de me retrouver sur mon canapé en train de regarder une série. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est pas facile de se discipliner, en fait. Mais après, quand t'as des clients en face de toi qui comptent sur toi et t'as une certaine responsabilité, tu t'autodisciplines tout seul et voilà, tu sais qu'à la fin, t'as une deadline, un livrable à rendre, donc faut s'y mettre, quoi. Ouais, finalement, c'est ton client et la mission qui vient de cadrer. Exactement. Ouais. Ok. Il y a des moments difficiles dans l'entrepreneuriat, on va pas se le cacher. Oui. Comment tu fais, toi, pour affronter ces moments de down, là? C'est quoi ta recette? Ouais, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai remarqué maintenant, ça fera 5 ans à la fin de l'année. C'est toujours vers l'été, juillet, août, là. Moi, je panique toujours quand septembre arrive. Et du coup, maintenant, j'essaye de relativiser. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut pas il faut pas regarder en fait ce que tu fais mois par mois. Il faut vraiment avoir une vue globale sur toute l'année. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'auras jamais 2 mois identiques. Donc, si un mois t'as moins, c'est pas grave. C'est que l'autre mois ça va aller mieux ou l'autre mois encore d'après ça va aller mieux. Il faut pas s'inquiéter en fait. Voilà, faut juste le voir sur le global et après bon. Comme dirait Émilie, qui nous a fait une masterclass sur les KPI, il faut quand même, si au bout de 3-4 mois, tu as 0, bon là, il faut te poser des questions. Mais je veux dire, les montagnes russes, là, c'est un peu normal, en fait. Est-ce que tu as l'impression, là, avec ton recul, tu dis 5 ans, là, que tu vas créer ta boîte, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des périodes charnières dans l'année? Tu parlais du mois de septembre. Est-ce que systématiquement, au mois de septembre, tu sais que c'est un mois qui va être un peu plus creux que les autres? Est-ce que ça revient tous les ans ou est-ce que c'est aléatoire? Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. Ok. Je n'ai pas constaté. Tu vois, les premières années, l'été, c'était un peu creux. Maintenant, l'été, j'arrive à faire des projets. Donc, je n'ai pas constaté vraiment de régularité par rapport à ça. En fait, ça dépend aussi de l'énergie que tu mets dans ta prospection, les gens que tu rencontres, les événements que tu fais. Voilà, tout ça, c'est lié. Alors justement, comment tu fais toi aujourd'hui pour trouver des clients? Alors, c'est vrai que les 2 premières années, j'ai fait 0 prospection. J'avais que du bouche à oreille. Mais l'inconvénient du bouche à oreille, c'est que tu n'as pas de visibilité. Donc, c'est hyper stressant de te dire dans 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas ce que je vais rentrer comme contrat. Donc, au fur et à mesure, je l'intègre parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire personnellement. Et en échangeant avec 2 entrepreneurs, je pense que je suis pas la seule. Donc, j'intègre des choses, je teste des choses et j'intègre des choses avec lesquelles je suis à l'aise, comme les networking en physique où tu vas rencontrer des gens, parler. Ça, pour moi, ça me correspond plutôt que le phoning où tu appelles, tu dis voilà, je me présente, est-ce que vous auriez besoin d'un site? Je suis pas trop à l'aise avec ça, j'ai essayé de le faire, mais bon, voilà. Donc, il faut vraiment tester plein de choses et voir ce qui te convient. Ouais, test and learn. Voilà. Vraiment. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que y a des moments particuliers où tu te dis ouais, je suis à ma place? Tu sais, ce moment où tu dis je reviendrai pas en arrière et j'ai fait le bon choix. T'en as comme ça qui te viennent à l'esprit? Des moments où je me dis ça? Ouais, j'avoue, en ce moment, je suis pas mal dans up and down. Ouais. Il y a des moments où je me dis, mais en fait, tu te rends compte, tout le parcours, t'es parti, t'avais 0 client, t'as réussi petit à petit à monter ton business. Donc, c'est quand même hyper valorisant, faut se le dire. Donc, tu vas pas revenir à 0 et repartir dans autre chose, pardon. Mais en même temps, je crois aussi qu'il y a des cycles qui font que quand tu aimes faire plein de choses et que tu fais toujours la même chose, même si c'est des projets différents, il y a peut-être un moment donné où tu as besoin d'un renouveau. Et je pense que l'être humain, il est comme ça. La routine, au bout d'un moment, ça pèse. Et du coup, pour revenir à ce que je te demande, ma question. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, à quel moment justement, quand il y a ces moments de down là, à quel moment tu te dis, quels sont les moments que tu vas venir choisir en fait pour te dire, ok, non, là, je suis bien, je suis à ma place. J'ai fait le bon choix, malgré les doutes que je peux avoir et qui, je pense, font partie de la vie de l'entrepreneur. Ouais, en fait, à chaque fois que je me dis ça,
J'ai toujours un projet qui arrive avec un super client où ça se passe super bien. Et là, je me dis, mais tu vois, t'es à ta place, t'es à ta place. Et ouais, et c'est là, je me dis, mais c'est bon, quoi. C'est bon, c'est ce que je veux faire, c'est la manière dont je veux le faire. Et les clients sont contents en face. Et quand ils me disent, ah, mais vous avez réussi à retranscrire ce que j'avais dans la tête sur le site web. Voilà, c'est hyper gratifiant, quoi. Moi, ce qui me touche beaucoup chez toi et sur ta manière d'entreprendre, c'est aussi toute l'humanité que tu mets derrière. J'ai l'impression que c'est une valeur forte chez toi, l'humain. Ouais. Et je crois que c'est ce qui te porte aussi. C'est ce qui me porte et c'est ce qu'on m'a reproché quand j'étais salariée aussi. Tu vois, d'être trop dans l'affect, dans l'humain. Et il y a un moment donné, t'es comme t'es, tu peux pas trop te changer. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir ce feeling en fait quand tu travailles avec quelqu'un. Et d'ailleurs au tout début, alors ça m'arrive pas souvent, mais au tout début je me souviens j'avais refusé une cliente. Alors c'est toujours délicat, tu lui dis pas je veux pas bosser avec toi, parce que je sentais que j'y allais pas y arriver en fait. Et ça me l'a fait quelques fois, et en fait maintenant je m'écoute et c'est pas grave en fait, professionnellement parlant t'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde, et il faut le capter avant que ça se passe mal. Ouais, et je crois que c'est vraiment un des avantages de travailler à son compte, c'est qu'on peut choisir avec qui on a envie de bosser. Justement, c'est ça le gros avantage, c'est que t'as pas envie d'avoir des gens qui sont pas alignés avec toi, et tes collègues, finalement, tu les choisis, quoi. Mais parfois, c'est pas évident parce qu'il y a l'aspect financier, on y revient derrière, et que c'est vrai qu'on n'a pas envie de passer à côté d'un client. Donc, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça m'a fait ça, en tout cas à moi, je l'ai regretté, enfin, en me disant, mais en fait, j'aurais préféré passer à côté parce que de toute manière, ça s'est mal passé. En fait, l'univers, moi, je crois beaucoup en l'univers. Et chaque fois que j'ai refusé des choses avec lesquelles j'ai pas été alignée, derrière, il y a un super truc qui s'est passé, ou alors j'ai eu un nouveau contrat qui est arrivé. Donc, faut pas le voir comme ça, en fait. Vaut mieux rater un contrat parce que tu t'es pas aligné, que de faire de la merde, quoi. Enfin, excuse-moi l'expression, mais... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, je suis alignée avec toi, mais c'est vrai que parfois on se pose quand même cette question, parce que c'est pas évident c'est bien, enfin, je trouve que de se dire oui, mais on choisit ses clients quand on est à son compte, ça peut aussi paraître utopiste en se disant oui, parce qu'il y a une réalité financière derrière, mais il faut pas en tout cas se brider, je pense, dans ses valeurs pour pouvoir gagner un contrat. Après, quand je te dis je refuse, c'est pas je refuse pas 3 contrats par mois, quoi. Ça peut arriver 1 ou 2 fois dans l'année, parce que je sais que il faut quand même derrière gagner sa vie, quoi. Ouais, mais quand je refuse, c'est vraiment parce que je sens qu'il y a un truc qui bloque là, tu vois. Qui bloque. Elle me montre au niveau du cœur là que ça bloque. Ça sert. Ok. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu dois évoluer? Ouais, c'est pas évident. Alors moi, tu sais, je suis une personne, j'ai jamais vraiment réussi à trop me projeter loin. Pourtant, t'as souvent des coachs qui disent tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans. Écoute, c'est compliqué. On va déjà penser au moment présent. Ouais. Mais honnêtement, vraiment pour être honnête, je sais pas si dans 5 ans je serai encore entrepreneur. Je me dis, je me ferme pas la porte à partir sur d'autres missions. En entreprise ou pas. Enfin voilà, je me questionne beaucoup, mais je me ferme pas de porte en fait. Okay. Et je me dis peut-être que quand l'opportunité se présentera, je la saisirai. Voilà. Donc toi, tu es une femme d'opportunité, t'attends vraiment... Enfin, tu vois ce que les choses arrivent aussi, et tu saisis en fonction de comme tu es en ce moment, de ce que tu as envie aussi. Ouais, voilà, je m'écoute beaucoup, et puis je pense que quand les planètes elles sont alignées, et ça arrive quand ça doit arriver. Et je l'ai vu dès les premiers mois où j'ai commencé à bosser dans ma boîte. Tout s'est aligné en fait. Tout s'est aligné parce que quand tu crois en ton projet et que tu en parles et que tu vis ton projet tous les jours, il y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver. Non, mais c'est certain. Je suis d'accord complètement. J'avais encore une question. Tu as grandi à Saint-Ouen comme moi, dans le 93, et je voulais savoir en quoi ça a influencé ton parcours. Alors, c'est vrai que on a ce côté un peu catalogué, parce que même moi, j'ai fait mes études à l'université de Saint-Denis, etc. Mais je me suis toujours dit, en fait, agis comme normalement. Voilà, je veux dire, faut s'adapter à tous les milieux. D'ailleurs, mon père me disait toujours, tu dois t'exprimer
pas comme avec tes copines quand tu vas faire un entretien ou un stage, etc. Faut que tu apprennes vraiment à te mettre dans l'univers et à t'adapter en fait à l'univers que tu as en face de toi. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi la force, c'est que il faut pas qu'on puisse te mettre une étiquette et que toi tu montres que tu es de tel ou tel endroit, qu'on puisse pas deviner en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On en a déjà parlé avant de faire l'interview, mais ça, je suis d'accord aussi. J'ai eu cette même éducation caméléon, un peu de pouvoir être capable, dans peu importe l'univers dans lequel t'es, mais en tout cas de pouvoir interagir avec les gens que t'as en face de toi. En fonction des critères un peu de langage. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et après, quand tu reviens dans ton quartier, tu sais que tu peux t'autoriser certaines expressions que tu as, mais que c'est pas forcément adapté quand tu es en stage ou quand tu es en poste avec les personnes qui t'entourent. Ouais, super. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette interview, mais j'avais encore 2 questions pour toi, et notamment... Quelle croyance limitante tu as dépassée et que tu aimerais que d'autres dépassent aussi ? Moi, je me suis toujours dit, freelance, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, j'ai passé 15 ans en salariat. J'admirais les gens qui étaient à leur compte. Et finalement, ça, c'était une croyance limitante que j'avais parce que je me suis rendu compte après, justement quand j'ai repris mes études, etc., en parlant avec des freelances, en me renseignant un peu comment ça fonctionnait, que c'est à la portée de tous. Ouais. Et en fait, c'était dans ma tête. Je m'étais dit, tu peux pas le faire, mais si, en fait, rien n'est impossible, en fait, si tu y crois. Et que tu te donnes les moyens. Et que tu donnes les moyens. Ouais. Non, mais du coup, c'est bête, hein. Parce que j'ai longtemps cru que je pourrais pas, parce que j'étais trop peut-être timide. Mais en fait, non, quand tu vis ton projet et que c'est pour toi que tu bosses, alors là, je peux te dire que tu sais l'expliquer. Hein. C'est clair. Elle serait fière, la Nathalie adolescente de celle que tu es aujourd'hui ? Ouais, très fière parce que justement, je disais encore la dernière fois que tu vois, le fait de me mettre à mon compte, ça m'a fait gagner de la confiance en moi que j'avais pas forcément quand j'étais en entreprise. Et je pense en 1 an d'entrepreneuriat, j'ai gagné x2 en confiance en moi, en fait. Ouais, parce que t'es obligé de te pousser, t'es obligé de pitcher ton projet. Exactement. T'es obligé de prendre la parole devant des gens. Tu peux pas te dire, non, là, faut y aller, ma grande. Hein. Voilà. Donc, faut sortir de ces zones de confort et au final, ça se passe bien. Hein. Et je me suis rendu compte pas mal de fois quand j'avais des peurs et que tu les surmontes. Après, tu te dis, mais ça va, c'était pas si pire que ça. Tu t'es fait tout un tas de films dans ta tête. Donc, la peur, c'est bien, ça, c'est un moteur aussi. Hein. Mais cette fameuse phrase, on croyait que c'était impossible. Une fois que c'est fait, en fait, c'est carrément ça. C'est comme si c'était rien, en fait, alors que tu t'en es fait toute une montagne avant. Donc, c'est génial. Ok, super. Et écoute, on arrive à la fin. Est-ce que tu connais une femme entrepreneur avec des valeurs fortes que je pourrais interroger ici ? Ah ouais, alors j'en connais une d'ailleurs que j'ai connue à la RATP, qui s'appelle Monia. Et en fait, Monia, elle a monté plein de projets. Alors, il y a certains qui se sont arrêtés. D'ailleurs, elle pourra vous en parler. C'est intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que des succès, c'est aussi des échecs. Et là, actuellement, elle a une association qui défend les droits des familles monoparentales, notamment des mamans solo. Et elle met beaucoup d'énergie dans ce projet et je pense que ça peut être hyper intéressant que tu la rencontres et que tu discutes avec elle. Ah ouais, super, j'adorerais. Merci, en tout cas, je la contacterai. Je t'en prie. Merci beaucoup Nathalie d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Et puis écoute, je te souhaite une belle continuation. Donc on peut te retrouver, dis-nous où ? Alors, déjà merci de m'avoir invitée Virginie. En plus c'est l'un des premiers podcasts que je fais, donc voilà, c'est super contente. Et donc tu peux me retrouver, donc moi ma boîte s'appelle Naga Création, donc tu peux me retrouver sur LinkedIn, Nathalie Nagamoutou, et sur Instagram Naga Création, et sinon mon site internet nagacreation.fr. Bon, de toute manière, je mettrai toutes tes coordonnées en commentaire du podcast. Merci beaucoup Nathalie. Merci d'avoir écouté l'Échappée libre. J'espère que l'histoire de notre invité du jour t'aura donné envie à toi aussi de tracer ton propre chemin. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est toujours choisir de se relever. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le storytelling et le ghostwriting, retrouve-moi sur LinkedIn, Virginie Berbal.